Lorsque je suis sorti de l'école du patrimoine, j'étais dans la spécialité musée. Donc j'ai cherché un endroit où on pouvait voir l'esprit de la création soufflée. On m'avait parlé de la délégation aux arts plastiques et j'avoue avoir été un peu ignorant des attributions de cette direction. Et lorsque je suis allé voir les personnes en charge de cette délégation, on m'a dit on n'a jamais eu de conservateur sorti, comme on dit, de l'école. Voilà, parce qu'il y en avait déjà eu avant, mais il n'y avait jamais eu un conservateur affecté directement de l'école. Je dis écoutez, si ça vous intéresse, moi le monde des musées, ça me passionne, mais j'aimerais peut-être découvrir une autre aventure pour les débuts de mes expériences professionnelles. Et donc je suis arrivé, et là j'ai rencontré Alfred Pacman, qui est devenu plus tard, comme vous le savez, directeur du Musée national d'art moderne, et qui m'a dit écoutez, il se passe un phénomène étrange avec la commande publique, c'est qu'on est dans une autre histoire. Je dis mais comment entendez-vous par là? Quelle autre histoire? Et en fait, tout simplement, je crois qu'on passait d'une phase d'euphorie créatrice, il y avait encore un rythme très important de création, à une phase où on commençait à se poser les premières questions de gestion du patrimoine. C'est-à-dire que grosso modo, il y avait un passage, si je le dis un peu vite, de moments d'initiative, tous azimuts, et à un moment où on commençait à se dire, peut-être, il y a quelques questions à se poser. Et évidemment, dans ces cas-là, rien de tel qu'un technocrate pour répondre à quelques questions. Et donc on m'a nommé à cette fonction, dont je n'ai pas d'ailleurs tout à fait compris immédiatement l'ensemble des attributions, l'inspection de la création artistique, ça reste pour moi un terme un peu étrange, et on m'a dit, mais dans l'inspection de la création artistique, il y aura peut-être un métier pour lequel vous avez été vaguement formé, c'est la conservation. Et au fond, c'est pas un musée, c'est un grand musée. Alors après, on y viendra peut-être, on a repris cette expression de musée à ciel ouvert, parce qu'au fond, il y avait une diversité de la commande de tout type. Et au fond, grâce à des personnes comme Isabelle Laurent et d'autres, j'ai pu découvrir là un patrimoine extraordinaire qu'il fallait tout simplement regarder, inventorier. Il y avait un énorme travail qui avait été fait. Et puis maintenant, comme un patrimoine muséal, entretenir tout simplement pour qu'il puisse être transmis à nos successeurs. Alors vous allez me dire, il y a eu des expériences avant. Vous avez tout à fait raison. Notamment, il y avait eu le 1%. J'ai souvenir, dans les sous-sols de l'avenue de l'Opéra, est tombé sur ce fichier encore un peu humide, parce que je ne sais pas quoi, il y avait eu un dégât des eaux, de ces milliers de cartes du 1%. Et donc il y avait là un ensemble d'œuvres qui, au fond, n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'être redécouvertes. Alors bien sûr, on connaît les plus connus, le 1% de Boltanski en Bourgogne et autres, mais finalement, la commande publique s'inscrivait dans cette continuité. Et donc mon expérience, c'est celle-là. J'allais dire, je n'ai quasi rien fait, sinon regarder avec les personnes autour de moi cet extraordinaire patrimoine qui était en train de se faire. Et je crois qu'on aura apporté une ou deux petites idées voilà, pour essayer d'avancer. Et puis les équipes qui ont suivi ont continué parce qu'au fond, il faut documenter, il faut photographier, il faut inventorier, il faut se poser la question de comment photographier, et ainsi de suite. Après, en termes de problématiques de conservation-restauration, on retrouve bien sûr des problématiques basiques de toute œuvre d'art, notamment à l'extérieur, même si j'insiste un peu, parce que je crois que ça sera sans doute un des fondements essentiels de votre exposition, que espace public ne se résume évidemment pas à espace extérieur, ce qui serait une stupidité. L'espace public est bien plus subtil et évidemment philosophiquement bien plus important à définir. Et puis, c'est pas tant qu'il y avait des œuvres, qu'il y avait aussi un processus créatif. Et là, on a toujours bien insisté pour dire qu'au fond, la commande, ce qui en fait sa force, c'est qu'on ne part de rien et qu'on crée une histoire et que l'État ne doit pas perdre cette mémoire. Et qu'au fond, on doit chercher. Et au fond, moi, j'étais le lecteur, comme l'équipe autour de moi, des contrats. Et dans chaque contrat, on voyait qu'il y avait des études et qu'elles devaient être inventoriées par l'État, donc dans son instance légitimante, le Fonds national d'art contemporain. Et donc là, ça a été un travail très intéressant. Après, en termes de commandes, on passait d'une histoire plus centralisée à une histoire plus décentralisée. Donc j'ai eu moins de commandes à gérer en direct, même si j'en ai suivi quelques dizaines, mais c'était plus ça le cœur de mon métier. Voilà, alors état des lieux, c'est cette exposition au musée du Luxembourg dont j'ai assuré le co-commissariat avec Christine Massel. Alors, petit point de ressources humaines, je n'ai pas encore cité, mais j'aurais dû être beaucoup plus rapide à le citer. Il y avait là beaucoup d'autres de mes collègues en charge de la commande publique, mais notamment Guy Tortosa. Et Guy était beaucoup plus dans l'initiative, dans l'action,
Nous, on était un petit peu dans la conservation. Alors quand je dis nous, pourquoi? C'est parce que Christine Massel nous rejoint un an après, et donc on forme ce duo. Et donc du coup, avec Christine, on a commencé à continuer ce travail que j'esquissais auparavant. Et à un moment, la vie fait que des aventures se présentent sans que vous n'y soyez préparé. Et c'était l'exposition. Je crois que la délégation artistique était dans un souhait de créer un certain nombre de panoramas sur leur action. Et il y en avait déjà eu avec le livre de Michel Nurizzani, il y avait eu ses ouvrages, mais là c'était plus l'idée d'exposer. Et évidemment, le musée du Luxembourg se prêtait assez bien à cela, parce que c'était, entre guillemets, le musée des collectivités territoriales. Donc c'était la manière de parcourir la France. Voilà. Donc avec Christine, au fond, je crois que c'était maintenant il y a plus de 20 ans, l'idée qu'on pouvait peut-être expérimenter 2-3 de nos petites idées qu'on avait sur les expositions. Et c'est intéressant de revenir sur cette exposition en tant que, évidemment, exposition de l'art public, domaine auquel vous êtes confrontés. On tente une exposition avec des objets, vous me diriez, on pourrait faire des expositions matérielles, mais bon, là c'est le cas, qui ne sont pas déplaçables. Et le hasard fait qu'on se parle cette année, et je prépare une exposition sur les jardins, et au fond, 20 ans après, c'est la même histoire, c'est-à-dire que c'est une exposition impossible, on ne peut pas déplacer le jardin qui est un monument vivant. Et tout est parti de là. Donc, en tant que conservateur, avec l'appui du FNAC, on est parti de ce qu'on a, et vous vous souvenez de ce travail d'inventaire sur les études, et on s'est dit là, contrairement à ce qu'on pense, débat qui n'était pas toujours tranché aujourd'hui, on n'est pas face à de la documentation, on est face à des œuvres. Et ça m'importait énormément de dire qu'un dessin, une maquette avait parfois autant d'importance que l'œuvre finie. Et comme quoi on raconte toujours la même histoire, lorsqu'on m'a demandé de travailler sur le mouvement Dada 15 ans plus tard, j'ai abordé Dada de la même manière. C'est-à-dire pour moi, c'était de dire qu'une correspondance, un ouvrage était aussi important qu'une sculpture en bronze et ainsi de suite. C'est important, ici au musée Picasso, si je peux me permettre une légère digression, on a 200 000 pièces d'archives, je dis toujours à l'équipe, c'est aussi important que nos huiles sur toile. Partant de ce principe, on a fait cet inventaire, et on s'est aperçu de cette richesse incroyable, et on s'est dit, c'est ça qu'il faut exposer. Mais exposer cela sans avoir la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'œuvre réalisée, il va y avoir un manque, une erreur, une sorte de désillusion. Et donc on a cherché le moyen de pouvoir présenter ces œuvres finies. Et donc comment on part? Eh bien on part tout simplement de l'idée de faire une campagne photographique. Et donc on envoie 2 photographes pour avoir le même type de regard, avec l'idée que les photographies seront plutôt de grand format et posées au sol pour avoir ce rapport, certes pas d'échelle 1, mais vraiment pas la photo encadrée, la photo sous plexi, voilà. Et puis après, il y a eu l'idée de trouver un petit peu l'architecte qui pourrait nous mettre tout ça en musique. Et là, j'avoue qu'on en est assez fiers 20 ans après, puisqu'en fait, c'est la première scénographie de Rudy Ricciotti, qui a eu après la carrière qu'on a. On ne l'a pas découvert, c'est pas sa première œuvre architecturale, mais en revanche, ça il le dit toujours 20 ans après, c'est sa première scénographie d'exposition. Et donc, lui, il est parti d'un principe simple, puisqu'on parle d'espace public, puisqu'on parle d'art dans l'espace public, il faut montrer le musée du Luxembourg comme un espace public dans sa force originelle. Et là, je vous fais une révélation que je n'ai jamais faite, ou probablement pas. Enfin, originellement, il était question d'ouvrir à nouveau, puisqu'on peut, les 3 baies du fond de la grande nef du musée du Luxembourg et d'avoir le lien avec le jardin, pour avoir ce rapport intérieur-extérieur. On n'a pas pu le faire. En revanche, ce qu'on a pu faire, c'est libérer totalement les 2 nefs, ce qu'on appelle la nef caillebotte et la grande nef, de ne montrer aucun élément scénographique en verticalité, et de laisser la lumière naturelle rentrer avec la verrière. Mais donc, quand vous regardez les images d'état des lieux, je crois que c'est une des très rares fois où on voit l'espace du musée du Luxembourg dans sa merveille d'éclairage zénital. Et donc là, j'allais dire, la fin de l'histoire, c'était d'une simplicité biblique. Les murs nous permettaient de poser simplement les photos, aucun artifice. Donc on a calibré le tirage en fonction de la dimension, et tous ces éléments magiques de ce processus créatif, on les voulait sur une autre modalité d'exposition que la verticalité des photos présentées.
Et c'est là où on a joué de cet immense socle avec l'idée qu'on mettait la partie du processus créatif qu'on avait sélectionné en rapport avec la photo qui se trouvait derrière ou devant. Mais on ne voulait jamais de co-visibilité. C'est-à-dire qu'on voulait bien faire comprendre aux visiteurs qu'il y avait un moment de l'étude, un moment du processus et un deuxième moment de la réalisation, montrer qu'il y avait ce temps long. Et donc on a montré à l'horizontale tous ces documents, qui pour nous étaient des œuvres, si vous l'avez bien compris. Coup de génie, pour protéger tout ça, Isabelle et d'autres nous disaient, mais attention, c'est quand même bien fragile, donc grande vitre, et donc ça a créé ce moment un peu magique, comme une sorte de mer de verre, VE2RE, et donc on avait là un rapport assez intéressant, avec petite touche à l'art public. À l'époque, c'était, je crois qu'il ne nous avait pas encore quittés, mais c'était les derniers feux de Félix González Torres, et on avait fait un petit hommage à son coup de génie des stacks, et donc chaque cartel était empilé, et donc on pouvait se constituer son petit catalogue en prenant les fiches des œuvres qui nous intéressaient. Et ce qui nous avait bien ennuyé à l'époque, Isabelle doit s'en souvenir là encore, c'était tout simplement, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus simple à faire, trouver une image par œuvre. Ça avait été un enfer. Aujourd'hui j'en rigole, mais je me souviens, on avait été des... voilà, d'ailleurs comme d'habitude, comme j'ai un grand baobab dans la main, je n'avais rien fait, mais on avait mobilisé des énergies incroyables pour retrouver telle diapositive à l'époque, tel machin, mais a permis de faire un point incroyable sur ce patrimoine fou, quoi, parce que quand on y pense, voilà. Alors évidemment pour le public, c'est un intérêt mineur, parce que le public ne fait pas, je ne sais pas si on le verra dans votre exposition, forcément la distinction entre une commande de la ville de Paris, une commande de l'État, une commande d'une collectivité territoriale lambda. Voilà, donc ça c'est un point au fond qui intéresse personne. Ce que les gens, j'imagine, sont passionnés, c'est d'aller de l'avant et de voir des belles œuvres ou pas. J'emploie le terme beau dans une logique post-duchampienne, je ne me permettrai pas. Mais enfin bon. Alors, pour répondre à votre question, parce que j'ai tenté tant bien que mal de botter en touche, parce qu'en fait, il ne faut pas y répondre, j'ai pas tellement les moyens d'y répondre. D'abord, parce que je suis un grand ignorant, et je suis un peu inquiet d'ailleurs. Je trouve que je vais en prendre ma part, c'est-à-dire que je me suis senti moins investi dans la commande publique depuis que j'ai quitté ces fonctions, même si j'ai été réimpliqué avec la mission pour la célébration de l'an 2000, et on pourra en reparler peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse, aux Nuits Blanches, mais je trouve que la ministère de la Culture, et c'est pour ça que votre exposition va être passionnante, ne communique pas assez, ne dit pas assez ce qu'elle fait, ce qu'elle dépense, et j'avoue que j'ai une méconnaissance. Mais pour dire en deux mots, je trouve que j'ai l'impression qu'il y en a moins, déjà, qu'il y a moins d'euphorie quantitativement. Qualitativement, ça a peut-être permis plus de précaution, plus de qualité, qu'on fait peut-être même plus attention à ce qui était notre souci majeur, c'était de dire attention, avant d'aller faire de l'art, posez-vous la question des générations futures. Et surtout, mon grand statement du livre, qui m'a été beaucoup reproché, c'est peut-être qu'il vaut mieux faire éphémère, mais le dire au départ. Quand je dis éphémère, c'est pas forcément pour 2 ans ou pour un soir, ça peut être pour 10 ans, mais qu'on le dise et qu'après, on décide de passer à autre chose. J'étais encore frappé l'autre jour en passant à Dijon, dans la Grand Rue. Il y a là 2 ou 3 commandes publiques qui ont été mises en place justement par le consortium. Elles sont en panne, elles sont abîmées, elles sont pas ce que vous connaissez par cœur. Donc, j'allais dire baisse quantitative et peut-être hausse qualitative. Après, dans des tendances esthétiques, et là je serais vraiment très caricatural, je sens encore, notamment, même si l'État n'a pas apporté son énorme écho, j'ai l'impression, dans ses commandes, mais si on prend l'exemple des commandes du tramway, on a voulu nous dire qu'il allait y avoir une révolution de l'art public et autres. Il y a des très belles œuvres, mais finalement c'est des œuvres presque classiques, au fond, dans une certaine logique, ou le tramway de Bordeaux, ainsi de suite, enfin beaucoup de tramways, on en est là. Et puis, j'ai l'impression que grâce à Guy, qui continue un petit peu à aiguillonner à droite à gauche, il y a encore une capacité de laboratoire, des œuvres peut-être plus inédites, plus originales, moins le socle, le bronze, qui fait encore Flores. Voilà, je caricature peut-être un peu mes propos, mais voilà la tendance, mais j'ai hâte de voir votre exposition pour justement savoir si, au fond, il y a une catégorisation possible, ou si au contraire, il y a une énorme diversité, et que finalement, heureusement, on ne peut peut-être pas tout mettre dans des cases. Est-ce qu'il serait une tendance enfoncement de porte ouverte, je ne sais pas comment on l'appelle, mais évidemment, on est confronté à ce monde numérique, à ce monde du réseau social, enfin, je vous laisse trouver toutes les généralisations abusives.
Et j'ai pas l'impression que l'art dans l'espace public, alors que pour moi c'est un espace public, c'est encore confronté tout à fait à cette chose. Je sais pas si. Alors, on a vu des tentatives de commande numérique, on en a même fait il y a 20 ou 30 ans. On a vu des tentatives, mais bon, je crois que là il y a encore beaucoup à faire. Et peut-être qu'il n'y a rien à faire parce que ça nous emporte. Et qu'au fond, c'est tellement de l'art en permanence sous toutes ses formes qu'il n'y a rien à cadrer. Mais bon. Après, moi, je serais quand même très partisan, si l'État doit garder un petit rôle là-dedans, de revenir effectivement à cette fonction de laboratoire. Et qui s'est peut-être un peu perdu avec parfois une tentation de vouloir répondre à tout. Alors, je dis n'importe quoi, mais il y a une année croisée avec tel pays, allez, on va faire une commande publique avec tel artiste de ce pays, tiens, c'est l'année de la céramique, on va faire de la céramique, tiens, voilà. Bon. Et au fond, on perd un petit peu la ligne. Quand on fait le bilan des 10 ou 15 œuvres d'art dans l'espace public qui comptent, bah, on voit souvent que ce sont des projets voilà, qui ont été portés, qui sont forts, qui ont marqué les esprits, qui ont marqué leur époque. Et donc c'est pour ça que je défends un peu cette idée du laboratoire. Et je sais que je me fais beaucoup insulter là-dessus, on en a parlé dans la question précédente, mais pour revenir au jardin, c'est un petit peu Chaumont-sur-Loire, qui parfois est contesté par les gens dans l'univers du jardin, mais il a quand même cette force de montrer un moment à l'instant T, et rien n'empêche après. On l'a vu avec le succès de Patrick Blanc, qui d'ailleurs a fait lui aussi des commandes dans l'espace public, comment il peut y avoir cette fonction laboratoire. Et j'ai peur, mais peut-être que vous allez me démentir, qu'on perd un petit peu cette notion-là ces derniers temps, peut-être par frilosité. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui a, même si on n'a pas découvert ça ces derniers mois, mais un changement de la société. Moi, je me souviens très bien d'un de mes chocs en termes de restauration, de conservation, c'était bien sûr l'aventure de Richard Baquier dans les quartiers nord de Marseille. Quand on est allé là-bas et qu'on a dit, comme une sorte, je ne sais pas d'appeler ça, de moine soldat ou une espèce de folie où on s'est dit mais allez, on va aller dans les quartiers nord de Marseille avec une œuvre de Richard Baquier qui était de là-bas, on va changer le monde. Bon, quand on relit les écrits même des années 80, alors aujourd'hui ça peut paraître récent, mais enfin ça a 30 ans déjà, il y a quand même une volonté de la DAP d'aller de l'avant. Tout cet aspect social aujourd'hui, ben, je ne dis pas que c'est délité, mais il est à repenser de manière totalement différente. Et je veux dire, on ne peut plus penser une commande, en tout cas aujourd'hui, dans la société où on est. Et c'est là où c'est génial, c'est que tout est réinventé. Je botte un peu en tout, je m'en excuse dans cette conclusion, mais je pense que, contre toute attente, je pense que l'art dans l'espace public a vraiment un brillant avenir devant lui, mais il faut peut-être repartir sur d'autres bases, c'est-à-dire ne pas hésiter, pas faire reset, parce que ça serait une erreur, mais tenir vraiment encore plus compte, peut-être justement d'un bilan comme celui que vous allez faire, pour dire, ben voilà, attention, il y a énormément à faire, sinon je sens la ghettoisation, c'est-à-dire les parcs de sculpture que Guy Tortosa aime tant, voilà, ben on va en trouver partout, et ces clôtures de 4 ou 5 œuvres dit dans l'espace public, mais ils sont en fait dans un musée, ils sont en fait dans une cour, ils sont en fait... bon, je crains beaucoup ça. Or, aujourd'hui, il faut être quelque part, il faut être là où ça fait sens, et c'est pas forcément des endroits faciles, c'est pas forcément des endroits innovants, je déteste le terme, mais il faut permettre peut-être les conditions de ce nouveau type d'art. Donc peut-être que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la commande a de belles heures devant elle.